Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être des cas cliniques, mais avant d'attaquer, je vais faire le semblant d'intro habituel que je fais. Donc déjà, je tiens à remercier toutes les personnes qui me soutiennent, notamment en ayant souscrit à l'abonnement payant sur la chaîne. Je rappelle que l'abonnement payant donne accès au PDF des vidéos sur un groupe WhatsApp. Ensuite, si vous voulez me rejoindre sur Instagram, où je suis présent plus, on va dire de manière plus régulière, hein, il est ici, donc vous pouvez me rejoindre là-bas. En termes d'estimation de durée de la vidéo, il y a 25 diapos aujourd'hui. Bon, je pense qu'en 30 minutes, ça sera bon, 30-35 minutes, ça sera pas non plus hyper long. Et donc on va voir 3 cas cliniques sur du triage, en fait, notamment. Et à la fin, comme dans toutes les vidéos qui concernent des cas cliniques, on fera une petite analyse d'un commentaire, ou de même plusieurs commentaires là, enfin c'est plusieurs commentaires d'une seule et même personne, que j'ai reçu, et puis on va analyser en fait ce qu'on me reproche et pourquoi en général les arguments qui sont avancés ils sont pourris. Voilà, donc on va pouvoir attaquer. Donc, premier cas clinique, alors là c'est... donc vous avez le résultat du cas clinique juste ici, hein, c'est le titre, mais c'est pas ça qui est important. Donc en fait c'est une femme d'un peu plus de 70 ans qui vient me voir pour des douleurs au rachis lombaire avec sur l'ordonnance lombalgie commune. Ok, bon jusque là, on connaît à peu près le... rien de particulier, on va dire. En fait, cette personne, donc, elle a mal au dos depuis longtemps, avec des hauts et des bas, hein, donc comme beaucoup de patients peuvent avoir, hein, donc des fois ça va, des fois ça va moins bien. Et en fait, c'est revenu depuis quelques temps, il y a à peu près 3 mois, depuis en fait qu'elle est tombée, elle a fait une chute de sa hauteur, en fait elle est sortie devant chez elle et elle est tombée sur les fesses. Elle n'a pas passé de radio à ce moment-là, mais elle avait passé des radios avant sa chute, et en fait elle savait qu'elle avait de l'arthrose. Donc du coup, pendant qu'on discutait, elle me disait, bah ouais, en fait c'est mon arthrose qui est revenue, qui me fait mal, et tout ça. Et donc là, avant de passer à la suite, déjà il y a deux erreurs qu'il va falloir éviter. La première, ça va être d'avoir un réflexe correcteur et vouloir en fait expliquer tout de suite que l'arthrose en fait ça fait pas forcément mal. Ok. Ça c'est la première chose. De toute manière, si vous vous opposez comme ça frontalement à ce que dit le patient, lui il va se mettre dans une position où il va vouloir défendre sa croyance. Ça c'est quelque chose vraiment de très classique, hein, même à partir du moment où vous débattez avec quelqu'un, en dehors du cadre, on va pas dire, là vous êtes plus dans une discussion avec un patient, vous débattez avec quelqu'un, à partir du moment où vous vous attaquez avec des arguments sa croyance, il faut être sûr que lui va se placer dans une position un petit peu miroir, où il va essayer en fait de défendre son idée avec ses arguments à lui, ok. Donc ça c'est des choses qu'on évite de faire, et de toute manière, pendant l'anamnèse, qu'est-ce qu'on fait? On se tait. Voilà, le plus important à faire, c'est de se taire, ok. Deuxième chose à éviter, c'est de rassurer la personne, donc là sur son arthrose, mais rassurer la personne pendant l'anamnèse. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple un tout petit peu plus, on va dire, qui mettra un peu plus en évidence ça. Vous avez un patient qui vient vous voir, il a mal au dos, il avait passé une IRM il y a, je sais pas, 2 ans, et il y avait une protrusion discale, et donc il vous dit, ouais, j'ai mal au dos en ce moment, c'est ma protrusion discale, je pense qu'elle s'est empirée, tout ça, nanana. Et là, vous lui dites, non, mais en fait, vous savez, les hernies discales ou les protrusions, ça fait pas forcément mal. Si les hernies discales, elles se résorbent la plupart du temps toutes seules, il y a de fortes chances que ça aille mieux et tout ça. Ok, donc vous le rassurez comme ça pendant l'anamnèse, vous prenez du temps pour expliquer tout ça. Et ensuite, vous faites l'examen clinique. Et en fait, pendant l'examen clinique, vous vous rendez compte en fait qu'il a peut-être un syndrome de la queue de cheval et qu'il faut l'envoyer en urgence à l'hôpital. Donc, donc vous passez un certain temps à rassurer le patient pour au final l'envoyer en urgence à l'hôpital. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Donc, on rassure pas les patients pendant l'anamnèse. De toute manière, à l'anamnèse, vous avez aucune idée de ce qu'il a, hein. Lui, il vous raconte, vous avez des hypothèses, vous avez des idées, des choses comme ça, qu'il va falloir vérifier après à l'examen clinique, et tester ces hypothèses-là. Mais pour le moment, vous en savez rien. Donc vous le laissez parler. Voilà. Donc voilà, en fait, en gros, on fait un entretien semi-dirigé, voilà, pour pas non plus que trop la personne, elle s'égare et avoir les bonnes informations. Et puis ensuite, en général, on peut finir avec des questions un petit peu plus fermées, surtout s'il y a des points vraiment que vous voulez aborder en particulier pour valider, pour vous orienter un peu plus d'un côté ou d'un autre en fonction de l'hypothèse que vous avez, ou des hypothèses que vous avez.
Et surtout pour savoir les antécédents du patient, qu'est-ce qu'il a déjà eu comme problème. Donc là, effectivement, plutôt des questions fermées. On peut prévenir le patient. Voilà, là, je vais vous poser des questions qui peuvent vous sembler indiscrètes. Est-ce que vous m'autorisez à les poser? De toute manière, vous avez le choix de ne pas y répondre. Voilà. Et donc, en général, après vous pouvez poser ces questions-là de manière différente hein, pour avoir les antécédents parce que c'est un petit peu difficile. Des fois, vous avez demandé juste quels sont vos antécédents. Et là, bah, soit il va vous sortir quelques-uns, soit il va vous les sortir tous même, mais des fois il va vous dire oh non, rien de particulier. Ok. Donc vous pouvez demander comme ça va être un premier filtre ou vraiment très large. Après, vous pouvez demander, citer des exemples, par exemple dire, est-ce que vous avez des antécédents du type, et là vous casez un peu de tout. Vous pouvez mettre par exemple problème cardiaque, vous pouvez mettre ensuite partir sur de la traumato en disant est-ce que vous avez déjà eu, enfin du coup problème cardiaque, fracture, migraine, dépression, vous casez un petit peu tout et n'importe quoi. Et comme ça lui ouvre plein de portes et lui, voilà, il va se raccrocher. Si vous lui dites, est-ce que vous avez des problèmes cardiaques, de l'hypertension, du cholestérol, peut-être il va juste se concentrer sur les problèmes cardiaques. Voilà, faut prendre un petit peu tout. Et puis après, on peut aussi demander est-ce qu'il prend des médicaments au quotidien. Parce que des fois, pareil, ça peut passer au travers des autres filtres. Hein. Est-ce que vous lui avez posé tout, la personne elle vous dit rien, par exemple, elle fait est-ce que vous prenez des médicaments au quotidien? Ah oui, c'est vrai, je prends du Levothyrox pour ma thyroïde, mais c'est vrai que ça fait 20 ans donc j'y ai pas pensé. Ah, voilà. Mais du coup, comme ça, vous avez plusieurs filtres, plusieurs manières de poser les questions. Vous pouvez utiliser justement ces trois filtres très larges. On referme un peu, on finit avec les médicaments au quotidien. Et comme ça, vous avez une idée un petit peu de ce que le patient il a comme antécédent particulier. De toute manière, j'ai eu le cas il y a pas longtemps. Je fais ça, je pose ces questions, hop, j'ai des trucs qui sortent. On parle d'autre chose. À un moment donné, je reviens sur ces questions pour essayer de bien comprendre la situation, et il me rajoute des choses, le patient. Alors que j'avais déjà tout posé. Donc de toute façon, il y a des patients, ils vous diront jamais tout d'un coup, soit parce qu'ils y pensent pas, peut-être qu'il y en a ils veulent pas, je sais pas. Voilà. Mais c'est juste qu'il faut être au courant de ça. Et donc du coup, c'est le même de la vidéo, en général je le mets à la fin, mais là je le mets ici, il est beaucoup plus pertinent. Donc voilà, c'est vous rassurez le patient sur sa problématique, vous faites l'examen clinique, vous vous rendez compte que le patient il doit être réorienté, et ben vous vous rendez compte que le patient il doit être réorienté. Donc vous avez rassuré le patient pour rien en fait. Donc le patient lui, il vient, il a mal, ça se trouve il est inquiet, ah il commence à être rassuré, donc il est moins inquiet, et d'un seul coup il est inquiet comme pas possible. Voilà, il faut éviter, je pense, ce genre de choses, surtout que vous allez, je pense, perdre en crédibilité, ou en tout cas, il y a des chances que vous perdiez en crédibilité en faisant ça. Si vous vous retrouvez dans cette situation, bien évidemment, la plupart du temps, peut-être que euh, vous retrouverez pas dans cette situation-là, parce qu'on ne renvoie pas non plus tous les patients. Mais voilà. Et donc, je reviens sur ma patiente. Alors, quand on parle de fracture vertébrale, on peut parler notamment des fractures vertébrales par compression. Euh, Il y a des facteurs de risque, notamment l'ostéoporose, et donc il faut connaître aussi certains, donc les facteurs de risque de l'ostéoporose. Donc à partir du moment où vous avez une femme de plus de 50 ans, déjà ça c'est un facteur de risque, et elle avait que ça. Elle avait jamais eu d'antécédent de fracture de vertébrale en compression, pas de cigarette, elle était ni asiatique ni caucasienne, pas d'utilisation de corticoïdes sur le long terme, famille historique, j'en sais rien, euh, et pas de pathologie des tissus conjonctifs. Ok. Et en fait, elle avait trois drapeaux rouges. Donc elle avait un âge de plus de 70 ans. C'était une femme. Et elle avait eu un traumatisme important. Alors un traumatisme important, c'est un traumatisme majeur chez les jeunes patients. Ok. Donc je crois que c'est tombé de 5 marches ou d'1 mètre. Mais mineur chez les patients âgés. Donc traumatisme mineur, c'est juste tomber de sa hauteur. Hein. Ça suffit. Hein. Même parfois, tousser. Tousser, ça peut déclencher des fractures. Voilà. Donc du coup, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais juste... Ouais, je vais tout vous raconter ici, j'ai pas tout mis. Donc en fait, on fait le bilan. Donc moi déjà, dès qu'elle me dit ça c'est sûr et certain, il va y avoir une radio hein, qui va être faite. Donc je la prends pas en charge, mais en gros j'étais ici. Ok? Au niveau de suspicion, où là on y va, on se pose pas trop de questions. Là on y voit, mais genre juste est-ce qu'on va aller là ou là, bah, on le sait pas encore. Là c'est on prend pas en charge, on envoie chez le médecin. Et là c'est par contre on renvoie en urgence, ok? En urgence, syndrome de la queue de cheval. Si vous avez l'impression que votre patient il a une phlébite, une embolie pulmonaire, enfin, voilà, vous l'envoyez.
Et donc elle, ça faisait 3 mois qu'elle avait mal, le bilan neuro était ok, en fait il y avait tout allait bien, mais voilà, il y avait quand même potentiellement une fracture vertébrale. Donc ici, là vous n'êtes pas pressé hein, quand vous avez ce patient-là, hein, ça fait 3 mois qu'elle est tombée, le bilan neuro, parce que s'il y a une fracture qui commence à taper dans les nerfs, là faut peut-être commencer à être à s'activer un petit peu. Là le bilan neuro il était nickel, ça faisait 3 mois qu'elle avait eu sa chute, donc potentiellement ça fait 3 mois qu'elle avait sa fracture. Bon bah on y va, pas besoin d'affoler la personne. On lui fait un petit courrier en disant on va juste faire une radio de contrôle pour être sûr qu'il n'y ait pas une fracture ou quoi. Euh, elle retourne voir le médecin avec son papier, mais voilà, elle peut prendre rendez-vous dans la semaine, ou voilà, elle n'a pas besoin de prendre rendez-vous dans l'heure, ou de se pointer aux urgences, hein, comme je vous dis. Et ensuite, donc, elle passe sa radio, et en passant sa radio, en fait, il y avait bien une fracture vertébrale, ok? Une fracture vertébrale, ça veut pas forcément dire qu'il va y avoir une opération, port de corset ou tout un tas de trucs, hein. Là, il y avait une fracture, elle est revenue, elle a revu son médecin a dit bon, bah, on fait de la kiné, ok? C'est juste, mais même, on aurait pu faire la kiné dès le début, mais suspicion de fracture, on prend pas, on renvoie vers le médecin, et le médecin après il donne son feu vert pour faire de la kiné, ok? C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Ici, on voit que la prévalence, elle est de 1,8 à 4,3%, et donc du coup, bah, avec la population quand même qui vieillit, hein, enfin en France en tout cas, bah voilà, la fracture par compression, il faut savoir la repérer, en fait, voilà, ou il faut savoir élever son niveau de suspicion dans les cas où c'est nécessaire, d'accord? Et donc, bien évidemment, tout ça, dans la formation que je fais ici, on le voit, ok? On voit tous les facteurs de risque de fracture par compression vertébrale, on voit les facteurs de risque de l'ostéoporose, on voit les signes, les symptômes, tout un tas de choses, et puis on parle aussi d'imagerie. Voilà, là, ça a été radio qui a été décidé. La radio, par exemple, par rapport à l'IRM, elle a des défauts, hein. C'est difficile de dater l'âge de la fracture ou des choses comme ça. Avec l'IRM, on peut différencier les fractures qui sont anciennes, des nouvelles, et toutes ces choses-là. D'accord? Donc là, en fait, on avait une patiente qui vient pour un mal de dos. Elle pense que c'est l'arthrose. Donc si on se lance dans le truc et qu'on fait pas de bilan, admettons, on est un kiné, on pose des électrodes et on pose à peine des questions, bon, bah là, vous allez passer à côté. Avec cette dame-là, ça aurait pas été problématique de passer à côté, je pense, parce que voilà, moi je l'ai revue au cabinet. Le temps qu'elle passe sa radio, elle est revenue au cabinet, et voilà, maintenant on fait renfort musculaire et tout ça, enfin, en gros on fait de la muscu, et ça se passe très bien. Avec cette patiente-là, ça va. Par contre, une fracture qui dégrade le bilan neuro depuis un moment, si vous lui faites perdre en plus du temps parce que vous faites du TENS et des choses comme ça, là ça va commencer à poser problème, hein, parce que les nerfs, s'ils sont en souffrance, à un moment donné, ça va poser un problème. Ok? D'où l'importance donc de trier les personnes, ok? Donc est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pas pour moi? Voilà, est-ce que c'est du musculo-squelettique? Vraiment? Est-ce que ça cache quelque chose, on va dire, qui touche l'appareil locomoteur, donc fracture, mais voilà, qui est problématique? Ou est-ce que c'est autre chose? Du neuro, de l'inflammatoire? Bon, dans les tableaux comme ça sur les problèmes de dos, ça parle jamais de vasculaire, mais bon, anévrisme de l'aorte, s'il y a des douleurs qui irradient dans les jambes, enfin qui sont présentes dans les jambes, pas forcément tout de suite penser sciatique, mais ça peut être aussi un problème vasculaire, AOMI, tout ça. Voilà, donc c'est l'importance de trier. Et du coup, bah là, on va passer au deuxième cas clinique. Et là, du coup, on attaque. Donc là, c'est la spondylarthrite axiale était le problème, ok? Vous comprendrez le titre du cas clinique là, en voyant le titre du prochain. Donc là, c'était une femme de 30 ans et plus, donc on va dire elle avait entre 30 et 35 ans. Elle vient pour des douleurs au rachis lombaire qui sont récurrentes depuis plusieurs années, ça fait très 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 longtemps qu'elle a mal, avec des douleurs en fait bas du dos qui peuvent descendre un petit peu au niveau des fesses, surtout d'un côté, donc plutôt côté gauche en général. Diagnostic, donc elle a une lombalgie avec une protrusion discale. Elle est road to fibromyalgie dans le sens où en fait sa sœur qui a une scoliose, qui a des douleurs depuis très 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 longtemps, c'est sa petite sœur. Donc elle a des douleurs depuis très longtemps et les médecins ont commencé à lui parler de fibromyalgie. Je voulais juste vous dire une chose, c'est cette phrase-là. La spondylarthrite axiale doit être prise
en compte chez les personnes souffrant de douleurs diffuses, même en cas de diagnostic préexistant de fibromyalgie. Je vais répéter. La spondylarthrite axiale doit être prise en compte chez les personnes souffrant de douleurs diffuses, même en cas de diagnostic préexistant de fibromyalgie. Ok? Ça, c'est vraiment important à comprendre. Notamment, je sais pas si je l'ai mis après, non, je crois pas que je l'ai mis, mais chez les femmes, parce qu'en fait, alors, pareil, hein, alors là, c'est la spondylarthrite axiale, je vais vous faire un condensé, on va prendre les éléments les plus importants et les choses comme ça. Bien évidemment, vous avez dans la formation ici, je crois qu'il y a 30 diapos, ou 35 diapos, ou 37, je sais plus, sur juste la spondylarthrite axiale, et on voit tout de A à Z, ok? Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, les femmes, elles ont tendance... Alors, c'est écrit comme ça dans les études, on va essayer de pondérer... Alors, elles ont tendance à faire des formes, on va dire, atypiques. Ouais, mais en fait, c'est peut-être pas des formes atypiques, c'est juste que peut-être que les formes chez les femmes, elles sont juste différentes des formes chez les hommes. Et peut-être que les hommes sont plus étudiés, donc on considère que les femmes font des formes atypiques, alors qu'en fait, elles font des formes typiques pour les femmes. Et que les hommes font des formes typiques pour les hommes. Voilà, c'est vraiment ça à comprendre. Mais du coup, les femmes, elles peuvent passer sous les radars. Et donc, du coup, se retrouver collées avec l'étiquette de fibromyalgie, fibromyalgique, alors qu'en fait, elles ont juste une spondylarthrite axiale. Hein, je rappelle, la spondylarthrite axiale, c'est une pathologie inflammatoire de la, parce que j'ai même pas dit, de la colonne vertébrale. Hein, ok, donc c'est quelque chose à repérer, surtout, bah, on le voit dans la formation aussi, mais en fait, ça a un impact hyper important sur la vie des gens. Hein. C'est des personnes qui arrêtent de travailler bien avant les autres, ok, qui ont une qualité de vie qui est bien moins bonne que les autres. Voilà, enfin, ça a vraiment un gros impact. Mais il y a des traitements qui sont efficaces, donc il faut être capable de les identifier. Ok? Et en fait, le problème, c'est que le diagnostic, enfin, entre l'apparition des symptômes et le diagnostic, ça peut être très long. C'est en années, on le voit, j'ai mis le chiffre tout à l'heure, c'est en années que ça se compte. Donc il faut vraiment être au courant de ça, ok? Et donc face à des douleurs diffuses, patient qui vient avec une fibromyalgie, pensez spondylarthrite axiale avant d'aller sur la fibromyalgie. Ok, ça peut être autre chose, hein. Ça peut être autre chose, bien évidemment. Mais pensez au moins à ça. Ok? Surtout que c'est pas très compliqué. Alors, c'est pas très compliqué. Il y a des choses à connaître. Voilà. Donc en fait, cette patiente-là, elle vient, elle me raconte un petit peu son histoire, avec des douleurs qu'elle a depuis longtemps, tout ça, nanana. Donc on fait une anamnèse. C'est assez long, je lui pose pas mal de questions. Et en fait, on teste des choses, et au début de prise en charge, en fait, bah, c'était un mal de dos, pour moi, c'était une lombalgie, avec un tableau clinique de lombalgie mécanique, ok? Donc, niveau de suspicion, il était ici, et je me suis dit, bah, on va voir où ça va nous mener, et qu'est-ce qui va se passer, ok? Sachant qu'il y a quand même la protrusion discale. Donc ce que moi je me dis, admettons, peut-être c'est une protrusion discale, peut-être qu'il y a un problème de nerf, peut-être juste qu'en fait elle a été mal prise en charge avant, et puis qu'elle a des comportements qui fait qu'elle entretient sa douleur, donc je me suis dit bon bah vas-y on va mettre ça en place, et on va voir ce que ça donne, on va voir ce que ça donne. Bon, je crois que j'en ai même pas parlé, mais parce qu'en fait le bilan neuro il y avait rien du tout. On fait du renforcement progressif, parce qu'elle avait certains mouvements où elle avait peur ou des choses comme ça, mais en fait assez vite, ça allait super bien. Vraiment super bien, très étonné, je me dis bon bah en fait j'étais... quand vous prenez la personne, et que vous êtes ici donc dans le jaune, bah, ça peut aller du côté du vert ou ça peut aller du côté du orange où on réfère. Donc bah, avec elle, j'étais plutôt du côté jaune et j'avais l'impression je me dirigeais du côté vert. Et puis après, en fait, on continue les séances. Et en fait, progressivement, ça va de moins en moins bien avec des douleurs qui reviennent et tout ça. Donc là, je me dis, ok, on reprend le truc depuis le début, juste on va faire un point sur ça. Donc en fait, on se retrouve avec une lombalgie qui commence à se diriger vers avec des caractéristiques inflammatoires et au bout de quelques semaines vraiment on avait quand même pas, on avait quasiment le gros lot, hein. Donc lombalgie inflammatoire, comment on sait? Bon bah un âge d'apparition avant 45 ans ou 40 ans, ça dépend des critères, une apparition plutôt insidieuse, hein, de la douleur, hein, elle apparaît pas forcément de manière aiguë d'un coup, douleur qui est améliorée avec le mouvement et une douleur qui n'est pas améliorée au repos. Ça, il y avait pas, et la douleur la nuit qui fait que le patient il est obligé de se réveiller, tout ça. Alors, elle se réveillait la nuit, mais des fois les pathologies inflammatoires, ça peut être vraiment bah, le besoin de bouger en fait pour que ça aille mieux. Là, il y avait pas ça. Donc on va dire il y avait 4 sur 6 ici. Et ici sur les 5, donc âge avant 40 ans, apparition insidieuse, amélioration avec l'exercice, pas d'amélioration avec le repos. euh, on avait 4 sur 5, et en fait, quand on en a au moins 4 sur 5, bon, bah, la spécificité, elle est assez bonne pour dire, ok, on est peut-être sur un mal de dos,
inflammatoire. Et donc, en fait, on se retrouve avec ça, avec des choses, c'est simple, hein, des douleurs. Elle faisait du sport. Parce qu'en fait, on a fait en fait, on n'a pas trop changé ce qu'on faisait en séance parce qu'on avait besoin de tester certaines choses. Je vous expliquerai après comment j'ai réfléchi sur le sujet. Donc on enchaîne avec des squats et des choses comme ça. En fait, dès qu'elle fait du sport, la douleur, elle diminue. Mais à chaque fois, ça diminue, mais on faisait des choses assez intenses. Et à chaque fois, ça diminuait, mais de manière assez rapide, quoi. Et en fait, c'est là aussi, En fait, peu importe le mouvement, il n'y avait aucun mouvement qui était vraiment problématique. On va dire que dès qu'on faisait squat ou du soulevé de terre ou des choses comme ça, à intensité assez haute, oh bah tout de suite la douleur, elle diminuait. Donc on se dirigeait vers un mal de dos inflammatoire. Donc mal de dos inflammatoire, on doit penser, comme je vous ai dit, à la spondylarthrite axiale. Et après, donc du coup là, sur plusieurs séances, je lui pose des questions, je lui pose des questions, je lui pose des questions. Alors il y a des choses qu'il faut connaître en fait, hein. Par exemple, spondylarthrite axiale, faut vous demander à la personne si elle n'a pas des problèmes de psoriasis, si elle n'a pas de problème de maladie inflammatoire de l'intestin du type maladie de Crohn, parce qu'en fait il y a des signes qui vont être articulaires et il y a des signes qui vont être extra-articulaires, ok. Par exemple, elle en signe articulaire, elle avait les douleurs au genou, ok. Mais en signe extra-articulaire, en fait, à un moment donné, je lui ai demandé si elle avait des fois des problèmes aux yeux. Et effectivement, elle me dit que c'était récurrent chez elle, qu'elle avait des problèmes aux yeux. Alors après, elle allait chez l'ophtalmo. L'ophtalmo, et à chaque fois, il disait que c'était une conjonctivite. Et en fait, à un moment donné, je lui ai donné ça. La semaine d'après, elle me dit, c'est marrant que vous me posiez ça. J'ai eu ça cette semaine. Elle a pris en photo. Là, il était comme ça. Je lui ai dit, bah, vous gardez la photo. Et comme ça, bah, là, on prend pas mal d'infos. Comme ça, bah, quand on vous enverra chez le médecin, il décidera de ce qu'il faudra faire ou quoi. Nanana. Et en fait, a priori, quand elle avait été voir son rhumato après le médecin et tout ça, a priori, lui, il avait dit clairement que c'était des uvéites. Donc, en fait, l'uvéite, c'est le symptôme extra-articulaire le plus fréquent. On se retrouve, voilà, entre 25 et 40% des gens qui ont une spondylarthrite axiale qui vont avoir ça. C'est une cause de cécité évitable, donc c'est pas anodin, hein, ça peut attaquer l'œil, hein, grosso modo. Donc on retrouve un œil rouge, et elle est typiquement unilatérale dans la spondylite axiale. Par exemple, ma patiente, c'était quasiment toujours le même œil, ok. C'est douloureux, bon, on peut avoir photophobie, vision floue, tout ça. Ça va sur une période de quelques heures à quelques jours. Elle, à chaque fois, c'était quelques jours, en général. C'est pénible pour les patients, et sa présence, elle augmente la charge de la morbidité déclarée. Bah oui, effectivement, je vous ai dit, ils ont une qualité de vie moindre, donc du coup, bah, quand on a ça en plus, bon, bah, voilà, ça diminue encore la qualité de vie. Sa répétition, en particulier à un jeune âge, est corrélée à un pronostic plus défavorable de la maladie. Environ 40% des patients présentant une uvéite antérieure aiguë idiopathique ont une spondylarthrite axiale non diagnostiquée. Donc là, en fait, ça commençait à faire des choses. Voilà. On avait un mal de dos inflammatoire, on avait ces problèmes à l'œil, on avait des douleurs articulaires à d'autres endroits, donc notamment, elle, c'était surtout au niveau des genoux. Donc là, en fait, mon niveau de suspicion, qui était ici, il était passé là, parce que ça allait mieux, bah en fait, il est revenu de l'autre côté. Là, je me suis dit, il faut que cette personne, elle voit un rhumatologue, bah, juste pour que le rhumatologue, il est assez... c'est lui qui voit, après, hein, moi, je peux clairement me tromper. Euh, et en fait, du coup, alors, sur un certain temps, je vais poser plein de questions, hein, pour faire une espèce de dossier, on va dire, et puis après, courrier au médecin, et au médecin, moi, j'avais demandé, j'avais tenté d'exprimer le souhait de vouloir recommander une IRM et bah, du coup le test, hein, pour savoir si la personne elle est positive au HLA-B27. Et en fait, le médecin, je crois, il a fait radio, IRM, test HLA-B27. En fait, radio IRM, elle les a fait très rapidement. Donc, en fait, donc là, en fait, c'est le poids des choses. En gros, là, c'est si le résultat, par exemple, vous avez une sacroïlite à la radio, pour dire que c'est une spondylarthrite axiale, c'est vachement fort. Par contre, si c'est négatif, en fait, ça pèse pas lourd, ok. Donc elle était négative à ça. Pareil, la sacroïlite, c'est plutôt lourd si c'est positif, mais si c'est négatif, bah, ça pèse pas très lourd. Bah, elle était négative à ça. Et là, après, on a perdu un peu de temps, dans le sens où, pour elle, vu que c'était négatif, qu'on en avait parlé longtemps et tout, en fait, elle voyait pas l'intérêt de faire le HLA-B27. Alors, on en parlait à chaque fois, on se voyait de séance en séance, mais elle décalait. Finalement, elle a fini par faire son test, qui était positif. Et en fait, voilà, quand on regarde le tableau ici pour arriver en fait bah, à la spondylarthrite axiale, en fait, si on a
un mal de dos de plus de 3 mois qui est apparu avant 45 ans, qu'on a, bon alors sacroïde à l'imagerie, et une de ces caractéristiques-là, on considère qu'on peut avoir une spondyloarthrite axiale. Par contre, HLA B27, il en faut deux. Donc elle avait ça, elle avait un mal de dos qui semblait inflammatoire, uvéite, alors là ils mettent donc les douleurs, mais là c'est plutôt au talon, hein, elle avait pas ça. Et qu'est-ce qu'elle avait d'autre? Ah oui, là j'ai mis en orange parce que je suis pas sûr. En fait, elle a testé les anti-inflammatoires. Elle aime pas prendre des médicaments, mais elle avait testé auparavant les anti-inflammatoires sur des douleurs et en fait ça avait eu une super bonne réponse. Mais le truc c'est qu'il aurait fallu tester plusieurs fois. Donc ça se trouve elle avait une bonne réponse aux anti-inflammatoires, mais je le savais pas. C'est pour ça que je l'ai mis en orange. C'est hypothèse. Il faut savoir aussi que la bonne réponse aux anti-inflammatoires, ça peut masquer les spondyarthrites axiales. Ok? Pourquoi? La personne elle vient, elle a mal au dos. On considère que c'est une lombalgie commune, elle fait son traitement anti-inflammatoire, ça va mieux, hop, elle reprend sa vie. Parce que ça marche par poussée, hein. Donc ça va mieux. Ensuite, elle refait une crise, on lui donne des anti-inflammatoires, ça va mieux. Et en fait, ça peut se comporter comme une lombalgie mécanique qui répond bien à des antalgiques. Mais en fait, c'est une pathologie inflammatoire. Donc ça peut masquer et ça peut retarder le diagnostic, ça. Et ensuite, j'ai mis histoire de spondylarthrite axiale dans la famille. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi j'ai pensé à sa petite sœur en fait, dans le sens où elle a très mal au dos depuis très longtemps. Ils ont tout mis sur le côté, sur le dos de la scoliose. Bon, j'en sais rien, j'ai pas les réponses, mais pareil. Hypothèse. Moi, je m'amuse à faire des hypothèses en fait. Donc ensuite, alors après, elle a fait ses rendez-vous, donc rendez-vous chez le médecin, radio IRM négative. Plusieurs semaines après, c'est son test HbA27 qui est positif, elle va voir le rhumato qui lui dit que, je crois qu'il lui fait son diagnostic de spondylarthrite axiale, et en fait cette personne-là, je ne l'ai pas revue. Ensuite, elle partait en vacances à l'étranger, et en fait j'ai pas eu de réponse, elle m'avait juste envoyé un message pour me dire qu'en fait le rhumatologue avait expliqué que c'était une spondylarthrite axiale, nanani nanana. Et je l'ai pas revue. Normalement, elle devait me recontacter. Pas de nouvelles. Délai moyen entre l'apparition des symptômes et le diagnostic, voilà, au Royaume-Uni, c'est 8,5 ans. Ok. C'est pour ça que quand je vous dis que moi, quand j'étais là, voilà, on était comme pour la patiente d'avant. Ici, on n'est pas pressé, hein. Ça fait des années qu'elle a mal, elle va pas se dégrader dans les. On n'attend pas 5 ans, mais on n'est pas obligé de faire tout en 2 semaines. Donc c'est pour ça en fait j'avais vraiment, je lui posais à chaque fois plein de questions au début de chaque séance, entre les exercices dans les séances et tout ça, voilà, c'était devenu un truc, voilà, et parce qu'en fait, je voulais avoir quelque chose d'assez sérieux, envoyer chez le médecin et que le médecin il me prenne au sérieux. Parce qu'en fait, si je l'envoie et qu'il n'y a pas assez de trucs, le médecin va pas me prendre au sérieux et peut-être qu'il me prendra derrière plus au sérieux du tout. Donc je voulais être sûr d'être pris au sérieux, donc je voulais avoir vraiment assez d'informations. Ok? Là, j'ai visé juste sur ce coup-là, mais juste pour l'anecdote, j'avais une patiente qui avait un profil quasi identique. Alors, celle dont je vous parle, elle avait douleur bas du dos et qui descendait un peu au niveau des fesses, mais plutôt d'un côté que de l'autre. Et j'avais une autre patiente qui avait des douleurs vraiment diffuses un peu partout. Ok, ça pouvait être bas du dos, haut du dos et tout ça. Euh, Elle remplissait tout un tas de elle avait aussi protrusion discale au niveau du cou et au niveau du bas du dos. Mais avec des douleurs diffuses qui étaient, mécaniquement, c'était un peu particulier, on va dire. Elle avait des caractéristiques parfois de problèmes inflammatoires, sachant qu'elle présentait, comme ça peut être décrit parfois dans la littérature, la forme chez les femmes, ok, qui ont des douleurs qui sont pas tout à fait localisées, pareil que chez les hommes et tout ça. On a fait un dossier, enfin, j'appelle ça un dossier, mais en fait, c'est juste récupérer assez d'informations pour envoyer chez le médecin et qu'elle soit prise au sérieux. Et pour le coup, alors je sais pas ce qu'elle avait, parce que du coup, j'en sais rien, si elle avait un diagnostic spécifique, c'était juste de la douleur chronique, de la douleur persistante, voilà, tout ça. J'ai pas réussi à l'aider beaucoup. Pareil, moi à un moment donné, je pensais vraiment que c'était une spondylarthrite axiale et finalement, en fait, tout était revenu négatif. HLA B27, radio négative, HLA B27 négative, sacroïde négative, voilà, tout un tas de. Toutes ces choses, enfin, les trois gros trucs ici étaient négatifs. Et voilà, après, j'ai pas eu de nouvelles. Donc, bon, il y avait
tout un faisceau de preuves qui laissait penser au début qu'il y avait une spondylarthrite axiale, et en fait, bah, en explorant, a priori, là, cette probabilité-là, elle a diminué fortement. Axial, donc la spondylarthrite axiale, c'est 0,1 à 1,4% des personnes. Ça touche des jeunes, et en fait, ça touche des jeunes qui vont avoir une qualité de vie qui va vraiment être impactée, ok, par cette pathologie. Donc, voilà. Vous voyez même ici, donc renvoyer vers le rhumato si vous avez une suspicion forte, ok. Donc vous pouvez pas envoyer chez le rhumato comme ça en disant, voilà, il y a ça, ok. Là, en plus, il y a même des caractéristiques, hein. Voilà, mal de dos inflammatoire, donc des manifestations périphériques, ok, parce qu'il y a les signes articulaires au niveau de la colonne, mais il y a aussi ceux qui sont périphériques, donc avec voilà, des douleurs qui peuvent être articulaires, genoux, talons, ça peut être au niveau chondrocostal ou des choses comme ça, extra-articulaire, psoriasis, maladie inflammatoire de l'intestin, les uvéites, spondylarthrite axiale dans la famille, et voilà, bonne réponse aux anti-inflammatoires, aux ANS, voilà. Ok, et donc du coup, c'était pour vous dire en général, donc ça va plutôt être des patients jeunes, hein, ok, voilà, avant 45 ans, voire avant 40 ans, donc c'est des patients qui sont jeunes, et ça peut vraiment, cette pathologie, impacter fortement leur qualité de vie. Donc plus tôt ça sera pris en charge, plus vous allez améliorer la qualité de vie sur le long terme de ces patients-là, en fait. Donc c'est hyper important de connaître ces choses-là, ok. C'est vraiment important de connaître ces choses-là. Comme je vous dis, bah après, ça ressemble un peu à une pub, cette vidéo, pour ma formation, mais je vous le dis, enfin, elle est importante parce que vraiment, les gros trucs, normalement, voilà, vous aurez vraiment tout un tas de connaissances. En plus, les modules sur certaines choses, bah, ça se croise, ok. Donc non, ça vous permettra, voilà, de connaître tout ça, et vraiment sur la spondylarthrite axiale, j'ai mis en termes, c'est vraiment, je crois, la partie à elle seule, à part la neuro, parce qu'il y a beaucoup de théories, mais vraiment en pratique, connaissances pratico-pratiques, on va dire, c'est un des modules les plus longs, et vraiment à la fin, quand vous l'avez fait, voilà, vous avez vraiment des connaissances, je pense que même il faut le faire plusieurs fois. Donc là, on a fini le cas clinique numéro 2, et puis on va passer à la suite. Et du coup, bah pareil, encore petite pub, mais c'est pour vous montrer toutes les vidéos cas cliniques sur la chaîne YouTube, donc il y en a 5. En ce moment, j'essaie d'en faire régulièrement parce que c'est la playlist où il y a le moins de choses. C'est pas celle qui intéresse le plus de monde, mais on va dire que le peu de monde que ça intéresse, bah ça les intéresse beaucoup, donc je vais essayer d'alimenter encore un petit peu cette playlist-là. Sachant que j'aimerais bien la prochaine fois vous faire un ou deux cas cliniques, mais vraiment qui étaient compliqués, ok, qui mêlaient plusieurs choses ensemble, juste les simplifier pour pas les rendre imbuvables, parce que c'est vrai que quand moi je les ai vécus au cabinet, c'était très compliqué, j'ai pas compris grand chose pendant le truc, c'était un long processus. Je vais essayer de les simplifier un petit peu, que vous puissiez tirer des grandes lignes et utiliser ces grandes lignes avec des patients à vous, si vous retombez sur des cas comme ça, parce que je pense pas que je pense que c'est pas fréquent, on va dire c'est relativement rare, mais ça arrive, et je pense que ça vous arrivera forcément, et pour pas passer à côté, ok. Toujours pareil, on évite de catégoriser les personnes de manière hyper rapide en fibromyalgie, douleur persistante où on peut pas faire grand chose, voilà. Donc là on va passer sur le dernier cas clinique, il va être rapide, mais cette fois-ci c'est la spondylarthrite axiale n'était pas le problème. Donc là en fait c'est un patient qui a 40 ans plus, donc entre 40 et 45 ans, il vient pour des douleurs au rachis lombaire avec un diagnostic de spondylarthrite axiale. Enfin, il y avait des douleurs au rachis lombaire, c'est ce qui était marqué sur l'ordonnance. Diagnostic, spondylarthrite axiale, ok. Donc là, faut voir après avec lui les objectifs, hein, parce que là, on va pas soigner sa spondylarthrite axiale, donc faut voir ce qu'il attend des séances de kiné, nanani, nanana. Et en fait, il avait il avait une douleur du dos jusqu'au pied, qui suivait un trajet, on va dire, vous prenez un livre d'anatomie, clac, les douleurs qui suivent on va dire, le trajet S1, c'était exactement ça qu'il avait, avec des sensations du type électricité et picotement.
Donc en fait, un mec qui a une spondyloarthrite axiale, il peut aussi avoir juste, je sais pas, une hernie discale ou un problème de nerf, hein, ok? Il faut pas, c'est pas parce qu'il y a un diagnostic médical sur une chose que la personne ne peut pas avoir un trouble musculo-squelettique à côté, comme ça, ok? C'est comme une personne qui a une spondylarthrite axiale ou un autre problème peut avoir une douleur d'épaule qui n'a rien à voir avec sa pathologie, hein, voilà. Donc lui, il avait ça, juste pour vous dire, en fait, il avait son ancien kiné qui le suivait depuis, qui le suivait par période où il avait des crises, ça allait mieux à chaque fois qu'il faisait de la kiné, nanana, bon, il faisait ça, et en fait, là, ça allait pas mieux, son kiné était parti en vacances, donc il a changé, et son kiné, au moment où il est parti en vacances, ce qu'il lui faisait faire, c'était du soulevé de terre jambes tendues et de la presse à cuisse. Donc du renfort, super et tout, donc très bien. Sauf qu'en fait, il avait une douleur du dos, donc du bas du dos au pied. Quand je dis du dos au pied, c'est pas le dos du pied, hein, là c'est vraiment du dos au pied. Sensation de type électricité, picotement, il y avait tout un tas de choses qu'on peut retrouver dans le DN4, voilà, vous vous rappelez, il y a de l'électricité, de la brûlure, sensation de froid, picotement, gourdissement, fourmillement, démangeaison, le frottement ça fait mal, et après on a même des signes de perte de fonction avec sensation moindre au picot et au pinceau, voilà. Donc il y avait des trucs du DN4, tout ça, donc quand on dit DN4, en général, on sort la trousse à outils, ok, et on fait un bilan neuro, et en fait, qu'est-ce qu'on retrouve au bilan neuro? Bah, en fait, il y avait une perte de fonction, donc il y avait une radiculopathie. Donc il y avait perte de fonction, que je dise pas de bêtises. Je crois qu'il y avait de la perte de fonction au niveau du pinceau et au niveau des petites fibres. Il y avait des pertes de fonction. Et il y avait une mécanosensibilité au niveau du nerf sciatique. Dès qu'on mettait en tension le nerf sciatique, ça redéclenchait sa douleur qui allait du bas du dos au pied. Ok. Après, là, il avait. Alors, radiculopathie, là, faut réfléchir 2 secondes, hein, parce que ça veut dire qu'il y a un nerf qui est malade. Faut se dire, ah, ok, pourquoi le nerf il est malade? Ok. Est-ce qu'il y a un problème musculo-squelettique avec un disque qui compresse? Est-ce qu'il y a un problème d'un disque qui souffre et qui génère de l'inflammation, qui est en train de niquer le nerf? Est-ce que il y a une fracture qui touche le nerf? Est-ce que c'est un problème métabolique qui voilà, enfin, il y a tout un tas de trucs à penser. Là, la personne en fait, alors il y avait pas des grosses pertes, hein. Quand je dis des pertes, c'est que le pinceau c'était un peu plus léger à certains endroits. Enfin voilà, c'était pas non plus un truc de ouf. Mais en fait, vu que les petites fibres elles commençaient à être atteintes, ça devait être on va partir sur une compression. Voilà, une compression lente, on va dire modérée depuis un petit moment, on va dire une petite compression chronique qui fait que bah, les petites fibres elles commençaient à dégénérer de plus en plus. C'était ça l'hypothèse. Il avait rendez-vous dans 3 mois chez le médecin, donc moi je me suis dit bah, on se donne 3 mois pour voir si ça va mieux avec la kiné, et on suit le déficit neuro, si à un moment donné il y a une dégradation dans le bilan ou quelque chose ou machin, on renvoie, ok. Donc on a fait ça, juste là, bah, c'est encore petite pub, mais en fait là pour le coup il faut... Donc ça, c'est une vidéo où je vous explique le matériel que j'utilise au cabinet, donc le matériel pour le bilan neuro, les tensiomètres que j'utilise, l'algomètre de pression que j'utilise. Là, bah, c'est comment faire un bilan neuro, et on parle notamment du membre inférieur, et là c'est comment faire un bilan neuro, et on parle notamment du membre supérieur. Donc en fait, avec ces vidéos-là, donc voilà, là en fait en gros vous avez, on va dire 1h10, 1h50, alors en moins de 2 heures, vous savez faire un bilan neuro qui peut vous permettre d'exclure des problèmes de radiculopathie. Au moins ça, ok. Donc on se lance sur ça, en fait on fait du renfort sans tirer sur les nerfs, et là pour le coup, ça allait mieux. En fait son kiné, c'était bien ce qu'il faisait du renfort et tout ça, mais en fait le problème c'est quand on a un nerf sciatique qui est un peu sensible, enfin là pour le coup il était très sensible, et que vous faites faire du soulevé de terre jambes tendues, donc ça tire, ok. Mais lui, il faisait le soulevé de terre jambes tendues, et on lui avait dit, et même lui, en fait, c'était un sportif, c'était un ancien sportif de haut niveau, on lui a toujours dit, les étirements, ça doit tirer, nanana, nanana. Donc lui, en fait, il pensait que ça lui faisait du bien, en fait, il dit, ah ouais, tout, ça tire bien, nanana, je sens que ça tire, je sens que ça tire, voilà. Sauf que, bah, soulevé de terre jambes tendues, vous tirez sur le nerf sciatique, et quand vous êtes à la presse à cuisse, c'était une presse à cuisse où il était bien en position assise, jusqu'à jambes tendues, et en fait, dans la position, pareil, au bout, en fait, ça lui tirait, il ressentait que ça lui tirait. Donc en fait, ce qu'on a fait nous, on a juste fait du renfort sans tirer sur les nerfs, et en fait, bah, c'est allé mieux, hein. Voilà. Vous pouvez par exemple, au lieu de passer sur du soulevé de terre jambes tendues, vous passez sur du soulevé de terre traditionnel, on va dire. Normalement, il y a un peu de flexion au niveau des genoux, ça peut être mieux. Ou dans ce cas-là, vous passez sur du squat, ou peu importe, mais vous tirez juste pas sur les nerfs pendant un moment. On fait du sport, donc après, on a fait renfort
j'ai pas mis là. On a fait en gros travail musculaire et on a fait du cardio, chaque fois haute intensité. On finissait avec un 10-15 minutes sur le tapis où le but c'était de se fumer. Et en fait, bah c'est en fait la douleur c'est rapidement allé mieux. Et après ce qu'on a fait, j'ai juste qu'on a testé, on testait de temps en temps la fonction au niveau des nerfs. Ça, au bout de plusieurs semaines, ça commençait à aller mieux et tout ça, ça récupérait. Donc voilà, après il a été voir le médecin et tout ça. Donc qu'est-ce qu'on retient de ça? Bah en fait, on retient que c'est pas parce que c'est qu'en fait il faut savoir trier, faut faire un bilan. Parfois, vous allez faire un bilan parce que la personne, en fait, elle a une pathologie spécifique qu'il faut savoir identifier. Et donc, du coup, bah, faut le renvoyer chez le médecin ou chez un spécialiste pour faire les examens. Mais des fois, vous allez avoir une personne avec une pathologie spécifique qui vient, mais en fait, il a un autre problème à côté. Et du coup, bah, c'est l'autre problème qu'il fallait bilanter. Là, le patient, en fait, oui, il avait une spondylarthrite axiale. C'est sûr et certain, on va pas le nier. Mais en fait, à ce moment-là, lui, c'était pas sa spondylarthrite axiale qui lui faisait mal. Là, il avait une radiculopathie due à une hernie compressive ou à un disque qui était inflammé, de l'inflammation dans son dos, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était pas un problème, c'était pas sa spondylarthrite axiale le problème vraiment à ce moment-là. Ok, enfin, en tout cas, il y avait un problème de nerf qu'il fallait prendre en charge. Voilà. Donc c'est pour ça il faut toujours trier. Pathologie spécifique que l'on découvre, on renvoie. Personne qui vient avec une pathologie spécifique, est-ce que c'est vraiment sa pathologie spécifique qui lui cause un problème ou pas? Ok. Donc là on a fini les trois cas cliniques. On va passer ensuite à l'analyse de commentaires pour ceux qui veulent rester. Et donc bah, pour les autres on se dit à la prochaine. Salut. Donc là, le commentaire, en fait, c'était un commentaire sous une vidéo, bah, c'était sous une vidéo où une personne, un coach sportif, parlait de mal de dos, ok, et du coup, bah, j'ai analysé la vidéo pour dire, en gros, ce qui était dit dedans, c'était n'importe quoi. Et donc, l'argumentaire de la personne, donc on va pas tout lire, on va juste lire les parties qui m'intéressent. Je n'ai pas compris l'intérêt de sortir cette vidéo de son contexte et de la dénaturer de son message de prudence. Juste une toute petite chose, hein. C'est pas parce qu'on fait quelque chose sous gage de prudence que c'est forcément une bonne chose, hein. Ok? Ça, c'est un peu comme les personnes qui disent oui, mais j'ai fait ça avec bienveillance, ok? Quand on fait quelque chose sous le couvert de la bienveillance, toutes les personnes qui vont vous venir nous critiquer, en fait, eux, on les drape du drap de la malveillance, de la cruauté ou de la méchanceté. Voilà, c'est pas parce qu'on fait quelque chose et qu'on veut être prudent que c'est une bonne chose, hein, ce qu'on fait. C'est des choses qui on peut faire, on peut être prudent et en fait donner des mauvais conseils, ok? Et ça, il faut le savoir. Donc c'est comme la bienveillance, donc ça déjà ça n'a aucun sens de dire ça. J'ai l'impression d'avoir regardé un savant chimiste qui essaye d'expliquer pourquoi Maïté n'aurait rien compris aux épices en cuisine. Là, il faut faire attention quand on fait ça, parce qu'en fait, il fait une analogie. Et en fait, l'analogie, là, elle n'a aucun sens. C'est ce qu'on appelle, c'est un sophisme, en fait, hein, c'est une fausse analogie, ou un paralogisme. Bon, pour faire simple, parce que c'est vrai que des fois, je ne l'explique pas, mais un paralogisme, en gros, c'est quand on va utiliser un argument qui n'est pas logique, mais on le fait pas exprès, on le fait de bonne foi. Le sophisme, c'est on sait qu'on utilise un argument de mauvaise foi, voilà, pour avoir raison. Moi, je les mets sous les sophismes. Ce qui est utilisé, c'est un choix personnel. Ça peut être un mauvais, ça peut être un petit peu, bah, ça peut être faux, mais moi je le mets comme ça. Et en fait, pourquoi c'est une fausse analogie? Parce qu'en fait, là, on a un chimiste qui critiquerait, enfin, on a une personne qui critiquerait une autre personne sur son métier. Donc, en gros, le chimiste, il est pas cuisinier, et il critique un cuisinier. Là, en fait, c'est l'inverse hein, qui est fait, hein. Je rappelle, c'est un coach sportif qui parle de douleur. Il n'est absolument pas compétent pour parler de douleur, ok? Et moi, par contre, je suis kiné. J'ai un peu plus de légitimité que la personne. Un peu plus de légitimité, mais beaucoup plus de connaissances en tout cas. Donc, voilà, juste pour dire ça. En fait, là, l'analogie, elle aurait été plus meilleure si c'était plutôt un chimiste qui fait une mayonnaise et qui se foire, et Maïté qui lui explique comment faire une mayonnaise plutôt. Voilà, parce que du coup, en fait, il y a vraiment ce côté, il faut que la personne, elle soit... là, en fait, il a inversé les rôles, ok? Donc on évite de faire ce genre de choses. Quand on fait une analogie, il faut que l'analogie, elle soit juste. Pas besoin de les rapetisser, fais-nous grandir de ton savoir plutôt. Donc ça, c'est un truc qui revient souvent. En fait, c'est des personnes qui font une espèce de généralisation abusive à partir d'une vidéo de mon contenu. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire, en fait, ils ont vu que je critiquais une personne et ils pensent que je fais que ça. La majorité de mes vidéos sur ma chaîne YouTube, ce ne sont pas des vidéos de critique. Ok? Donc, faut pas dire ça. Et après, c'est pas parce que je dis aux personnes... En plus,
toujours pareil, hein. Là, il y a une espèce d'homme de paille qui est fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, on me dit que ma position, c'est de rapetisser les gens, ok? De leur montrer qu'ils sont mauvais. Je ne m'attaque jamais aux personnes, je m'attaque aux idées, ok? Donc là, il y a un homme de paille qui est fait. Donc évitez de faire ce genre de choses. Et c'est toujours ce que je dis. C'est que si vous n'êtes pas capable de défendre votre position sans utiliser des sophismes, c'est peut-être que votre position, elle n'est pas défendable. Donc remettez-vous en question à ce moment-là, ok? Là, l'argumentaire, il est vraiment mauvais, hein. On pourrait me reprocher des choses, mais reprocher des choses correctes, utiliser des bons arguments, là c'est éclataxe. Donc j'avais répondu, et on va voir la suite. Les conseils de ce gars ne sont pas une thèse et n'ont pas besoin de faire l'épreuve d'une publi ou d'une relecture par un jury. Ok, chacun est libre de mettre en œuvre son bon sens vis-à-vis de ces derniers, et cela ne me semble pas prétendre à davantage. Juste une chose, ça c'est quelque chose qui revient à chaque fois quand je fais des critiques. Non mais les gens ils sont libres de dire ce qu'ils veulent. Oui, ok, mais la liberté, ça va dans les deux sens. Ils ont le droit de dire n'importe quoi, mais j'ai le droit de dire qu'ils disent n'importe quoi. Et oui, la liberté, ça marche dans les deux sens. Et moi, si je trouve que c'est dangereux, j'estime même que c'est un devoir, en fait, de corriger les choses qui sont dites et qui sont potentiellement dangereuses. C'est toujours pareil, ça je le dis toujours, mais quand un coach sportif, il vous donne des conseils pourris, à la fin de l'année, vous aurez peut-être un demi-centimètre de biceps en moins à la fin de l'année que ce que vous auriez pu avoir avec des bons conseils. Quand on parle de douleur au dos, par contre, il y a le cercle de la peur évitement et de la douleur chronique qui peut être là. Sinon, au demeurant, et par respect pour ta méthode, trouve-moi les études qui montrent que les conseils prodigués par Rudy Koya et ses pairs mènent à la kinésiophobie ou encore à la douleur persistante chez les pratiquants de musculation. Bon courage si tu te prêtes à l'exercice. En fait, des douleurs... bon, là, on a quand même une inversion de la charge de la preuve, hein, ok. Normalement, dans la vidéo où Rudy Koya parle de douleur de dos, c'est à lui de nous prouver que ce qu'il dit est vrai, hein, ok. C'est comme ça que ça se passe. Pas à moi de prouver que ce qu'il dit, c'est faux. Sauf que il prouve pas ce qu'il dit, c'est vrai, et en plus, moi je ramène quand même les preuves que ce qu'il dit, c'est faux. Donc là, on a une espèce d'inversion de la charge de la preuve. Je rappelle hein, que tout ce qui est affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve, ok. Et en fait, Rudy Koya, il balance juste son expérience, et en fait, il donne un avis. Mais le problème, en fait, c'est qu'il a de la visibilité et une légitimité pour pas être douleur alors qu'il sort de je ne sais où, mais voilà, et donc du coup les gens l'écoutent, et c'est problématique, et en plus, je sais que ça peut poser des problèmes, là j'ai utilisé mon expérience personnelle, mais j'ai déjà des patients qui faisaient de la muscu, qui ont demandé des conseils, qui ont pris en fait des suivis de Rudy Koya par rapport à des douleurs, et voilà, donc je sais un peu en plus ce qu'il peut donner, je dirais rien ici parce que c'était des choses qui étaient de l'ordre privé, mais voilà, c'est pas de bonne qualité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on sait en fait hein, que le modèle de peur-évitement et les croyances de peur-évitement, ça peut avoir un impact dans la douleur chronique. Hein, ça, on le sait. Et il faut donc faire attention. Après, on trouvait une étude qui dit que les conseils donnés, on va pas étudier les conseils de Rudy Koya dans les études, hein, ok. Mais sauf que par contre, la peur-évitement, ça c'est étudié, ok. La peur-évitement, ça c'est étudié. Et juste pour vous dire, ici, c'est qu'en général, il y a plusieurs moyens de réagir par rapport à une douleur. On peut avoir plutôt l'évitement ou plutôt l'endurance. Ok, c'est le coping par évitement, le coping par endurance. Évitement, c'est ça fait mal, on évite. Endurance, ça fait mal, on endure. Et les deux peuvent avoir des avantages et les deux peuvent avoir des inconvénients. Et il semblerait que les athlètes, eux, ils aient plus un modèle de coping par endurance que par peur évitement. Ok. Bon après, les personnes à qui s'adresse Rudy Koya ne sont pas des athlètes, hein. Et il s'adresse à monsieur et madame tout le monde, c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit dans chacune de ses vidéos. Et on va finir avec le dernier commentaire. Je vous invite à vous renseigner... Alors, en fait, il répondait pas à moi, là, il répondait à une autre personne. Je vous invite à vous renseigner sur la crise de la reproductibilité en recherche. Une publication n'est pas gage de vérité, au même titre que l'expérience ne l'est pas. Cessons de faire prévaloir l'une sur l'autre en l'absence de pérennité probante. Donc là, après, ça utilise des mots, on sait pas trop pourquoi, mais une publication n'est pas gage de vérité, personne ne dit ça. Ok. C'est vraiment très mauvais d'avoir dit ça, parce qu'en fait, quand vous faites des arguments ou des affirmations, faites attention à tous les mots que vous utilisez. Une publication n'est pas gage de vérité. Ouais, mais le problème c'est que personne qui utilise la littérature scientifique pour faire des affirmations dira ça, en fait. Une publication, ça vaut rien tout seul, en gros. Par contre, on peut avoir des faisceaux de preuves qui nous orientent vers la réalité, vers la vérité, sachant que en science, aucune vérité n'est absolue, ok. On sait toujours, c'est toujours vrai jusqu'à la preuve du contraire, ok. Voilà.
C'est voilà. Après on peut avoir des croyances, enfin on peut avoir des croyances avec un très fort pourcentage, mais c'est toujours jusqu'à preuve du contraire, OK? Contrairement aux vérités absolues, OK? Qui sont vraies, malgré la preuve du contraire. Mais ça n'existe pas en science, OK? Hein, ça, c'est des choses qu'on retrouve dans d'autres domaines. Et là aussi, c'est assez intéressant parce que je vous invite à vous renseigner sur la crise de la reproductibilité en recherche. Et donc, ça, c'est un argument qui dit la recherche a des défauts, ok? L'expérience personnelle a des défauts, ok? Donc, on peut les mettre. Donc, en fait, les deux sont mauvais. Là, en fait, c'est ce qu'on fait, c'est pas parce que deux choses distinctes partagent une même caractéristique que ces deux choses sont égales, ok? Ah, la science a des problèmes, la recherche scientifique a des problèmes, l'expérience personnelle a des problèmes, donc on peut mettre les deux sur un pied d'égalité. Bah non, c'est complètement débile. Je vais vous montrer, c'est un sophisme encore. C'est comme si vous disiez, je vais exagérer un peu le truc, les nuages sont blancs, les moutons sont blancs, donc les moutons sont des nuages. On en est là en termes d'argumentaire? Non, ok? Donc on sait qu'il y a des biais dans la littérature scientifique, mais après c'est toujours pareil, hein, c'est l'accumulation de connaissances qui nous, enfin dans un domaine, qui nous permet de nous dire qu'on se rapproche de la réalité, ok? De ce qui se passe vraiment. Donc ensuite, par ailleurs, nous sommes sur YouTube et non sur PubMed. J'avais pas remarqué. Heureusement qu'il est là. Vous ne pourrez pas, et il n'est pas souhaitable de toute façon, de faire la chasse à toutes les approximations, erreurs, voire mensonges présents sur cette plateforme. Ok, donc ça en fait, ça c'est le sophisme un peu de la solution parfaite. Hein. En fait, en gros, c'est... Vu qu'on peut pas tout régler, tous les problèmes de YouTube, qu'on peut retrouver sur cette plateforme, donc mensonges, tout ça, erreurs, et ben on fait rien. Mais c'est complètement débile. Voilà, c'est... En fait, c'est considérer que la seule solution possible, en fait, c'est la solution parfaite qui réglerait tous les problèmes de manière parfaite. Bah non, en fait, c'est pas du tout ça. Moi, ce que je considère, c'est que les informations de santé, en fait, quand elles sont... les personnes qui donnent des informations de santé qui sont mauvaises, peuvent impacter les personnes, en fait, qui vont regarder ces vidéos sur du moyen, long, court terme, peu importe, mais ça peut impacter les personnes dans leur vie. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Un coach qui donne des mauvais conseils, ok, 0,5 cm de biceps en moins à la fin de l'année. Un coach ou un kiné qui donne des conseils pourris sur la lombalgie, peut-être que vous allez augmenter le délai, le problème de votre dos. Exemple, un exemple concret. En dehors de la peur évitement, parce que j'ai vu ça il y a pas longtemps. Il y a une personne qui avait écrit un article et qui disait tac tac tac, dès que vous avez mal au dos, c'était un coach sportif. Non, c'était sur l'épaule. Sur l'épaule, hop, une des premières choses à faire, c'était passer un examen du type imagerie, radio, échographie pour savoir ce qui se passe. Mais c'est absolument pas ce qu'il faut faire, c'est pas dans les recommandations, ok? Donc c'est carrément, c'est quelque chose de totalement faux. On sait que l'imagerie, après, en fonction de comment elle va être interprétée, peut générer de la peur, peut être un vecteur vers enfin, ouais, un facteur de risque vers la douleur chronique ou la douleur persistante, peu importe. Donc non, en fait, on fait pas ça. Donc il faut combattre ces idées et ces propos-là. Pour moi, il faut les combattre. Il n'est jamais souhaitable d'imposer la recherche comme un dogme. Là, c'est un homme de paille. Une autre fois, parce qu'en fait, je n'impose pas la recherche comme un dogme. J'utilise la recherche pour contredire les propos des autres personnes. Ok? C'est ça en fait qui est un peu pénible avec les commentaires. C'est pour ça que je débat pas. Déjà, les personnes elles font des pavés. Donc en fait, en gros, tout simplement, plus le pavé il est long. Donc en fait, on a une espèce de millefeuille argumentatif. Donc on se dit l'autre il pourra pas répondre à tout. Déjà, c'est vrai parce que en fait c'est hyper relou de répondre à ça. Et en plus de ça, par contre, c'est aussi une erreur hein, de faire ça. Hein. Si vous faites ça dans un débat, plus vous allez faire d'affirmations, enfin plus vous allez enchaîner des affirmations, faire des longues phrases et tout ça, plus vous laissez en fait la place à l'interlocuteur qui est en face de répondre sur une des choses. En fait, plus vous parlez, plus il y a de chances que vous disiez une connerie à un moment donné. Et lui, en fait, même si vous faites 10 affirmations vraies, une fausse, lui, il va vous reprendre sur la seule fausse. Ok? Donc, faites des affirmations simples. Et là, homme de paille, mais puissance 1000, voilà, tout est question de contexte. Là, on arrive dans le sophisme de la relativité fallacieuse. Donc, on rejette un argument parce qu'on croit que la vérité, en fait, elle est relative à une personne ou à un groupe. Et on peut toujours trouver
En gros, ça peut toujours être vrai à partir du moment où c'est relatif. Et après, on tombe dans les notions de relativisme postmoderne où où tout est relatif. Donc, du coup, il n'y a plus d'échelle de valeur ou de vérité et tout est égal. On tombe dans le n'importe quoi. Donc bah, j'espère que cette analyse elle vous a plu. J'espère que les personnes continueront à mettre des commentaires de ce type-là pour qu'on puisse les analyser et qu'on voit à quel point l'argumentaire de certains en 2024 est complètement éclaté. Parce que là, franchement, et c'est toujours pareil, la phrase c'est si vous n'êtes pas capable de défendre votre position en utilisant autre chose que des sophismes, c'est peut-être que votre position, elle n'est pas défendable. Peut-être. Ok? Mais on essaye de... Voilà. Il y a plusieurs types d'arguments qu'on peut utiliser, et là, franchement, c'est nul. Ok? Donc bah là, pour le coup, la vidéo, elle est finie. Et puis bah, on se dit à la prochaine. Salut!